Bonjour. Maintenant, on va entamer la 5e section de ce chapitre qui est sur le théorème d'Ampère. Alors, ce théorème, c'est l'équivalent d'un autre théorème qu'on a vu en électrostatique. Donc, c'est le théorème de Gauss. Donc, c'est l'équivalent du théorème de Gauss. Du théorème de Gauss pour l'électrostatique. Pour l'électrostatique. Alors, je rappelle que le théorème de Gauss, il dit tout simplement que le flux à travers n'importe quelle surface fermée S du champ électrique est égal à la charge intérieure sur y0. Donc ça c'est un rappel. Je vais tout simplement faire le rappel. Pourquoi je fais le rappel? Parce que j'ai l'intention de faire une analogie entre l'électrostatique et le magnétostatique, comme on a l'habitude de faire dans ce cours. Bon, si j'ai une surface, donc je considère n'importe quelle surface fermée, comme ça, oui, et il y a des charges à l'intérieur, des charges, comme ça, donc il y a un Q intérieur. Alors le flux à travers cette surface du champ électrique, il peut y avoir un champ électrique par exemple comme ça, mais il y a des vecteurs ds partout, donc sont perpendiculaires à la surface ds. Alors si je fais calculer le flux du champ électrique à travers cette surface-là, je trouve tout simplement la charge intérieure divisée par y0. Maintenant, par analogie, j'essaie d'introduire le théorème d'Ampère. En fait, à la place des charges, je vais mettre, bien sûr, les charges, c'est la source du champ électrique. La source du champ magnétique, c'est les courants. On va mettre des courants. Donc, une distribution de charges devait avoir une distribution de courants. Alors, je commence par, si j'ai une distribution de courants, certains courants qui sont comme ça, courant comme ça, un autre courant comme ça, etc. Alors là, pour les charges, c'est visible pour tout simplement encercler toutes les charges et les mettre à l'intérieur. Je mets une surface à l'extérieur, donc une surface pour encercler la distribution de charges qui est là. Maintenant, si j'ai des courants comme ça, je ne peux pas mettre une surface pour les encercler parce que ce courant peut aller jusqu'à l'infini. Et donc, je ne peux pas mettre une surface pour mettre les courants, tout simplement pour les mettre à l'intérieur de cette surface fermée. Donc, une surface fermée ne peut jamais contenir les courants. Donc, je ne vais jamais utiliser une surface fermée. Mais je vais faire une chose. Je vais faire une certaine forme géométrique qui permet de regrouper tous ces courants-là. Alors, la forme géométrique convenable pour regrouper tous ces courants, tous ces courants-là, c'est une forme comme ça. C'est un contour. C'est tout simplement un contour. C'est un contour que je vais orienter. La surface, il est orienté il a une certaine orientation. À chaque fois, j'ai un ds là. Mais le sens de mon contour, ça peut être dans ce sens ou dans ce sens, ça dépend des cas. Mais je vais choisir un sens conventionnel, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. Ce n'est pas important pour le moment. On va voir dans les applications comment on le choisit. Bon, c'est un contour C, donc, au lieu d'une surface S. J'ai un contour C. Et donc, une surface, maintenant, devient un contour. Surface fermée devient un contour fermé. Quoi encore? Y0. En fait, c'est le 1 sur y0 va être remplacé par mu0. On a déjà parlé de ça. Et donc, le flux, c'est pour une surface, toujours pour une surface, j'ai un flux. Donc, pour un contour, j'ai une circulation. Voilà, donc je suis prêt maintenant pour énoncer le théorème d'Ampère. Alors, énoncer du théorème d'Ampère. Énoncé du théorème d'Ampère.
Je vais encadrer tout le théorème. Au lieu du flux, je dirais la circulation. Au lieu du champ électrique, ça sera le champ magnétique. Du champ magnétique. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égal à la somme. Ouais, parce que là j'ai la somme de toutes les charges. J'ai la charge totale. Là, j'aurai la somme des courants, normal. Mais c'est une somme que je vais appeler somme algébrique. Je vais expliquer ce que ça veut dire. La somme algébrique, je vais souligner ce mot algébrique. La somme algébrique de tous les courants alors là, j'ai des charges intérieures, là j'ai des courants qui sont, donc par rapport à ce contour, on dit que ce sont des courants qui sont enlacés par le courant, enlacés par le contour. C'est-à-dire que comme si le contour il les regroupe comme ça. Donc c'est enlacé par rapport au contour, ou tout simplement encerclé ou enlacé. Tous les courants, donc on va utiliser ce mot, il est largement utilisé, enlacé, enlacé. Tous les courants enlacés par le contour, et bien sûr, multiplié par, au lieu d'être divisé par epsilon 0, j'aurais multiplié par mu 0. Voilà notre théorème d'Ampère. Alors, enlacé entre parenthèses, vous pouvez mettre entouré. Alors, je reviens au mot algébrique. Le mot algébrique, c'est relatif à une chose, c'est relatif à ce sens conventionnel. Donc, très important ça, il faut orienter comme on oriente la surface, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, le contour, on l'oriente à partir d'un sens. Il n'y a que deux possibilités. Dans ce sens des aiguilles d'une montre, comme ça, ou un sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, choisissez ce que vous voulez. Il faut orienter le contour par un sens. Donc, on choisit un sens, n'importe lequel. Maintenant, si vous choisissez ceci, alors, ce qui implique automatiquement les courants ont le signe positif si il contribue dans le sens du contour. J'explique. Si j'ai, par exemple, dans ce sens-là, quand je tourne comme ça, donc je mets la règle, par exemple, du tire-bouchon ou la règle de la main droite, mais surtout ici, je fais la règle de la main droite, comme ça. Alors, comme ça veut dire les courants qui vont dans ce sens-là, ils seront comptés positivement. Et les courants qui vont dans l'autre sens seront comptés négativement. Parce que là, ma main, alors dans le sens de mes doigts, de mes 4 doigts là, c'est le sens du contour. Et ça, c'est le sens perpendiculairement, ça sera le sens des courants positifs. Tout courant qui va dans ce sens sera compté positivement. Tout courant qui va dans l'autre sens sera compté négativement. Donc je dis, les courants ont le sens plus s'ils contribuent dans le sens du contour. On le signe plus. Dans le cas contraire, au contraire, on leur attribue le sens, le signe moins. Alors dans ce cas-là, si j'appelle ça I1, ça I2, ça I3, donc dans le schéma en haut, la somme algébrique
des courants enlacés sera tout simplement, de tous les courants enlacés, sera I. Ça, c'est compté positif. Donc, je vais mettre dans ce sens-là. Dans ce sens, c'est compté positif. Pourquoi? Parce qu'il contribue dans ce sens-là. C'est-à-dire avec il va avec la règle de la main droite. Donc, c'est tout simplement I1. Alors, le I2 aussi. Mais le I3, c'est dans l'autre sens. Donc, I1 plus I2 moins I3. C'est très important. Le moins I3. Donc, tout ce qu'on a dit ici, entre parenthèses, règle de la main droite. Règle de la main droite. Donc, j'écris la formule du théorème d'Ampère. Je vais encadrer, donc, qu'on va retenir, bien sûr, pour l'apprendre par cœur, puis savoir l'appliquer. Donc, ça sera la circulation sur un contour C fermé de B dl, bien sûr, avec dans le sens du contour, dans le sens du contour orienté, égale mu0 au lieu de 1 sur epsilon 0 et la somme de tous les courants enlacés ou encerclés. Somme sur les I enlacés. Voilà notre théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère. Un très important théorème qui va par la suite nous servir pour calculer le champ magnétique, comme on l'a fait avec le théorème de Gauss. Bien. Alors maintenant, donc il y aura davantage d'applications. Donc je ne vais pas donner une application précise ici dans le cours, donc, mais il y aura davantage d'applications dans le cours. Donc je vais la noter ici tout simplement après. Alors application, voire cours. Application, dans le TD, pardon. Application, voire TD. On a 3 exercices dans la série, donc dans lesquels on va appliquer le théorème de Gauss à différentes situations. Alors maintenant, on va aborder une autre section qui est importante, ici, ce sera la 6e section, sur le dipôle magnétique. Alors, comme on avait la coutume dans ce chapitre, c'est à chaque fois de revenir dans l'électrostatique pour s'inspirer et faire l'analogie avec, comme on l'a fait ici. Donc ici, c'est par analogie. Donc la même chose, on va essayer de faire une petite analogie et voir ce qu'on va tirer de cette analogie. Donc essayons de faire une analogie. En fait, c'est un essai d'analogie. Essai. J'ai créé essai. On va essayer. Alors, un dipôle, c'est tout simplement une charge équivalente à une charge électrique positive et une charge électrique négative. Voilà, c'est pour ça que c'est N négative, une charge moins Q. Et là, P positive, une charge plus Q. Et là, j'ai donc un dipôle magnétique. Un électrique, pardon. Dipôle électrique. Alors, il a une propriété, cette dipôle électrique, c'est P, tout simplement, ou M, c'est le moment. P, parfois on note M, parfois. C'est tout simplement, c'est QNP. Voilà, dans cette direction, QNP. Le moment, ça c'est le moment de ce dipôle. Premièrement, définition de dipôle. Dipôle, c'est, vous avez deux charges. Ça c'est, en fait, ça peut être plusieurs charges dont le centre de gravité c'est plus ici. Et là, ça peut être plusieurs charges négatives dont le centre de gravité c'est N. Donc, c'est un pôle positif, disons, et un pôle négatif. Donc, j'ai dipôle, c'est quoi dipôle? Égale pôle positif plus et pôle négatif. Donc, di veut dire deux. Donc, deux pôles. Pôle positif, pôle négatif. Pôle plus, pôle moins.
Le problème, c'est que dans la magnétostatique, il n'y a pas de pôle positif, de pôle négatif, tout simplement. Il n'y a pas de charge, parce que ça, c'est une charge positive, ça, c'est une charge négative. Alors, en électrostatique, donc si je veux faire l'analogie, il y aura un problème. Donc, problème, en magnétostatique, pardon. En magnétostatique, il n'y a pas de charge magnétique. Parfois, on dit il n'y a pas de monopôle, parce que ça, c'est un dipôle. Le pôle, on appelle simplement un monopôle. Donc, il n'y a pas de charge magnétique ou de monopôle magnétique. Ça n'existe pas. Bon, si quelqu'un le découvre, il aura le prix Nobel. Et pour le moment, les physiciens ils essayent de chercher un monopôle magnétique, mais ils n'ont jamais trouvé. Donc, ça n'existe pas, un monopôle magnétique. Par contre, il existe des dipôles magnétiques. Par contre, c'est pour ça qu'on étudie le dipôle en électrostatique. Parce qu'en magnétostatique, on va aussi étudier un dipôle. Donc, ça existe. Donc, par contre, il existe un dipôle magnétique. C'est quoi? On va essayer de le définir. Donc, définition. Définition. Un dipôle magnétique est tout simplement une boucle de courant. Est une boucle une boucle de courant, une boucle parcourue par un courant, une boucle de courant ayant une surface S. Donc, toute boucle de courant comme ça, c'est un dipôle magnétique. Quand je dis boucle de courant, ça veut dire que le courant il part d'un point A et il fait le tour, il revient au point A. Une fois qu'on a ça, ça c'est une boucle de courant. Il doit être bouclé. Le circuit doit être bouclé. Donc, une fois que j'ai ceci, donc je peux définir un dipôle magnétique. Ça, c'est un dipôle. Donc, la question, c'est comment définir des propriétés de ce dipôle. Alors, on a dit ici que j'ai les propriétés. J'ai une charge négative, une charge positive. J'ai donc un Q, un NP. Bon, là, j'ai un courant I. Je n'ai pas de charge. Je n'ai pas de monopôle. C'est-à-dire, je n'ai pas d'un point, un point comme ça, un point comme ça. Tout ça, c'est un dipôle. Il ne faut pas chercher à le diviser en deux. Une partie positive, une partie négative, parce que ça n'existe pas. Donc, il y a tout ça, on va l'appeler dipôle. Donc, c'est ça. Il a une surface S, ici. Et il y a une boucle de courant que je vais mettre donc, en rouge. Voilà notre boucle de courant. Et voilà notre courant. Alors, le moment, comme on a défini le moment ici, donc le moment dipolaire, le moment du dipôle, est donné par toujours M, c'est un vecteur, comme ça, est égal. Alors là, il y a deux caractéristiques. La charge Q, à la place de la charge Q, bien évidemment, j'aurai le courant. C'est clair. Ça, c'est un scalaire, ça, c'est un scalaire, il n'y a pas de problème là. Il me reste un vecteur. Là, il y a la distance NP. Et la distance NP montre l'extension géométrique dans l'espace de ce dipôle. C'est la propriété géométrique. Maintenant, la propriété géométrique de cette boucle, que je peux augmenter ou diminuer, c'est la surface. Surface, puisque ça c'est un vecteur, ça va être une surface fermée. Eh bien, pardon, c'est une surface orientée. Et là, je définis donc ma surface orientée. Là,
ce sera perpendiculaire, bien sûr, comme on le définit toujours, perpendiculaire à la surface. Voilà S. Et donc, le moment, selon, il est dans la direction de S. Donc, ça, c'est le moment de ce dipôle-là. Il est dans la direction de S. Voilà donc la définition du moment dipolaire de cette boucle-là ou de ce dipôle. Donc, dipôle magnétique. Bien. Donc, on a défini le dipôle. Une remarque importante. Remarque. Dans ce type de situation, on peut définir. Tout simplement, on peut définir. C'est pas définir. On peut envisager. On peut envisager c'est pas de charge, mais de face pour la boucle, pour le dipôle, J'ai cette face, si je retourne, j'ai une autre face. Donc, j'ai deux faces. Dans ce sens-là, c'est la face qui est en haut. Si je fais la face en bas, je vais renverser. Je vais obtenir quelque chose où le courant est dans l'autre sens. Si je renverse, je vais avoir le courant dans l'autre sens. Donc, dans cette face, je regarde là, comme le pile et face. Comme pile et face. Entre parenthèses. Pile et face. Et je le retourne. Si je la regarde d'en haut, ça sera comme ça. Si je la regarde d'en bas, je vais voir comme ça. Alors, je peux définir ces deux piles et faces, ou deux faces de dipôle, et je vais les appeler tout simplement comme, dans la littérature, qu'on appelle le pôle nord et le pôle sud. Comme exactement celui de la Terre, le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique de la Terre. Donc là, je vais définir dans ce sens-là. Alors, comment les définir? Par convention. Ça sera comme ça. Alors là, c'est le S. Voilà, c'est très simple. Voilà, c'est le S, c'est le pôle sud. Et là, dans ce sens-là, j'ai le courant qui continue dans ce sens-là. Donc, je vais simplement faire comme ça. Ça, c'est le pôle nord. Vous voyez un N ici, comme un N. Alors, pôle nord, pôle sud. Pôle nord. Mais ce sont c'est une convention. Ça, c'est une convention juste pour savoir la face du dipôle. Mais ce n'est pas des monopoles, ce n'est pas des charges magnétiques. Ce ne sont pas, attention, ce ne sont pas des charges au monopole. Magnétique, du sens qu'on a discuté en haut. C'est juste une convention, on dit pôle nord, pôle sud, mais ce n'est pas vraiment des charges magnétiques. C'est une convention. Bon. Maintenant, on va essayer de prendre ce dipôle comme on l'a fait avec le dipôle électrique et on va le plonger dans un champ magnétique. Ça, on l'a plongé dans un champ électrique, il y a une interaction. On prend ça, on va le plonger dans un champ magnétique. Pourquoi on fait ça? Parce que ces dipôles-là, ils sont vraiment très importants dans la technologie. On va voir que ça va être les sources d'énergie qu'on consomme quotidiennement. Je vais expliquer après, bien sûr, dans le chapitre suivant, ça va être encore plus clair, cette proposition que je viens d'énoncer maintenant. Mais ça n'empêche que je vais introduire ces interactions en disant que si on plonge un dipôle magnétique de moment M dans
un champ magnétique B, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, premièrement, donc j'ai donc mon dipôle magnétique. Je peux tout simplement orienter, dire que c'est un moment M comme ça. Et pas la peine de tracer tout le circuit, pas la peine de tracer la boucle. Et je dis qu'il est exactement comme on l'a fait, bien sûr, avec le champ électrique. Et je vais dire que c'est dans un champ magnétique. Par exemple, supposons que ce champ magnétique il est en son milieu, là, au milieu de la boucle. Champ magnétique. B, il est comme ça. Dans n'importe quelle direction. C'est un cas particulier. Mais je peux prendre n'importe quelle direction. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que je vais dire par la suite. Alors, premièrement, l'énergie d'interaction, l'énergie potentielle d'interaction et de la forme, c'est exactement la même expression qu'on a vue pour le champ électrique. L'énergie d'interaction potentielle égale c'est moins m scalaire b, le produit scalaire. C'est-à-dire que si m est perpendiculaire à b, ça sera 0, il n'y aura pas d'interaction, et il y aura une énergie minimale, c'est m est parallèle à b. Autrement dit, c'est que le dipôle va être orienté vers b. Comment ça? Qu'est-ce qui va agir sur le dipôle? Il y a une force qui va agir sur le dipôle pour le faire. Mais quand le dipôle s'oriente comme ça, donc en fait, il y a un couple. On dit qu'il y a un couple, comme si tu fais tourner comme ça. Si tu veux ouvrir une bouteille, tu appliques un couple, et pas uniquement une force comme ça. Tu appliques ce qu'on appelle un couple. Donc, le moment, c'est un point, on va juste l'accepter. Le moment du couple appliqué sur le dipôle est donné par. Supposons que ça c'est l'origine, c'est le milieu du dipôle O, alors est donné par le gamma en haut, c'est simplement M vectoriel B. Oui. Je pense qu'on l'a vu aussi pour l'électrostatique. Donc, CM est parallèle à B, il n'y aura pas de couple. Ça y est, donc elle est dans sa position d'équilibre. Mais s'il n'est pas parallèle à B, vous voyez, s'il n'est pas parallèle, il y aura donc quelque chose de perpendiculaire, donc il va essayer de faire tourner pour qu'il soit parallèle à B. Donc, on sent, donc en résumé, le dipôle tend à être orienté dans la direction du champ. Voilà, c'est ça la conclusion de tout ça. Donc, il y a une énergie d'interaction qui va se traduire par un couple qui va agir. Alors, un couple, en fait, si j'ai une translation, une force induit une translation. Un couple induit une rotation. Ça va être tout simplement qu'il va y avoir une rotation. Donc, entre parenthèses, rotation. Une rotation de direction vers le sens de B. Donc, voilà pour cette section. Il reste une dernière section qui est la section 7. La dernière section, elle n'est pas trop longue. Je vais tout simplement la résumer en disant que, bon, le titre c'est le potentiel vecteur. En résumé, toujours en électrostatique, regardez, en électrostatique, je souhaite toujours essayer de faire d'analogie. Analogie. On a calculé le rotationnel de E. On avait trouvé 0. Ce qui implique que E est un gradient.
Et parce que j'ai toujours la fameuse relation que je vais mettre ici, degré, radian, grade. Alors, rotationnel d'un gradient égale 0. Donc, E est un gradient. Donc, E est égal à moins un gradient d'un certain scalaire. Et donc, ça définit automatiquement V égale potentiel scalaire. Voilà. Maintenant, si on calcule, donc par analogie, si on calcule, pas rotationnel, c'est pas le rotationnel maintenant qu'on va calculer, si je calcule la divergence de B, je trouverai 0. Donc ça, c'est toujours vrai. Toujours vrai. Donc c'est un champ qui n'a pas de divergence. Ça, c'est l'équivalent de ça. Rotation de E égale 0, maintenant c'est divergent de B égale 0. On peut le tester déjà d'après le théorème, la loi de Biot et Savart. Donc, vous pouvez le tester avec la loi de Biot et Savart. Vous trouverez donc une composante du champ B pour un morceau de circuit et vous calculez, vous trouverez 0. Mais il est général. C'est une loi, on peut l'accepter tout simplement. On va accepter que c'est une loi. Alors, divergence égale B. Alors, je reviens ici. J'ai divergence de rotationnel égale B. Donc, B est un rotationnel. Que ça veut dire rotationnel? Ça veut dire que il existe, alors le rotationnel de quoi? Le rotationnel d'un autre vecteur et pas d'un scalaire. C'est le rotationnel d'un autre vecteur. Donc, il existe un vecteur A tel que B égale rotationnel de A. Ça, donc, c'est deux nouvelles lois maintenant. Donc, il faut apprendre par cœur. Alors, divergence de B égale 0, c'est toujours vrai. Et B égale rotationnel d'un vecteur. Donc, B, ce n'est pas un gradient. Donc, il n'y a pas de potentiel scalaire associé à B. Pas de potentiel scalaire. Il existe un potentiel vecteur. Donc, A, il dit un potentiel vecteur. A est appelé potentiel vecteur. Voilà, très important ça. A, c'est un potentiel vecteur. Donc, entre parenthèses, il n'existe pas de potentiel scalaire associé au champ magnétique. Une dernière chose sur ce potentiel vecteur. Bon, si j'ai le potentiel vecteur, je peux déterminer B. Donc, il suffit de calculer son rotationnel. Alors, une dernière chose, c'est que si je veux calculer le champ vecteur A, le potentiel vecteur A, alors, il faut avoir tout simplement les éléments de symétrie de A. Et donc, ce sera juste une remarque sur les éléments de symétrie de A. Alors, les éléments de symétrie de A, ils sont contraires à ceux de B. Donc, je vais dire que A appartient à tout, c'est comme le champ, à tous les plans de symétrie, alors que B est perpendiculaire à tous les plans de symétrie. Plan de symétrie, bien sûr, de courant. Des courants. A est perpendiculaire à tous les plans d'antisymétrie. Des courants. Bon, il faut dire que ces plans de symétrie passant par M. Il ne faut pas oublier. Passant par M. Passant par le point où on calcule le champ. Donc voilà les éléments de symétrie de potentiel vecteur. Ils sont contraires aux éléments de symétrie de P. Et voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous. Merci de votre attention.